Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un acte de création et surtout, quelle est la différence entre un acte de création artistique, appelé artistique, et un acte de création non artistique, considéré non artistique? Bon. D'abord, pour définir un acte de création, il faut peut-être sortir de l'ambiguïté du mot, parce que bien sûr, dans la création, on pense au créateur, on pense à Dieu, on pense donc à celui qui finalement donne une forme à ce qui est informe et qui remplit ce qui est vide. Or, une création n'est jamais cela, en fait. Une création est toujours en réalité quelque chose qui s'ajoute à quelque chose qui est déjà, qui le remplace, qui le transforme, qui le métamorphose. Bon, je dirais qu'une création en général consiste à faire du neuf, mais non pas du neuf au sens de quelque chose qui n'a jamais été, mais au sens d'un déplacement finalement des formes de visibilité, des formes de perception par rapport à notre perception normale. Donc on peut dire qu'on crée du nouveau toujours plus ou moins avec de l'ancien, mais en transformant les rapports finalement entre les éléments qui composaient cet ancien, en changeant la manière même dont des mots produisent du sens, dont des images se raccordent avec des mots, dont des mouvements produisent certains effets de vitesse et de lenteur. Donc pour définir ça serait pour définir, je dirais, la création en général comme une sorte de déplacement ou de réarrangement. Moi j'ai proposé de penser ça en termes de consensus et de dissensus, c'est-à-dire qu'il y a consensus lorsque justement on peut dire qu'il y a un rythme normal des choses et aussi de la perception de ces choses. Il y a consensus lorsqu'il y a des rapports qui sont établis entre des images et puis leur signification. Bon, par exemple, à la télévision, on voit des images et on connaît tout de suite leur sens, ou bien on a des phrases et on a tout de suite les images pour correspondre à ces phrases. Donc je dirais qu'il y a dissensus en revanche lorsque précisément le rapport entre perception sensible et signification se trouve transformé lorsque les mots ne s'accordent plus de la même manière à d'autres mots, à d'autres images, lorsque les temps ne produisent plus finalement les mêmes effets, et ainsi de suite. Alors, d'une certaine façon, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence radicale entre acte de création artistique et acte de création en général. On peut dire qu'au fond, il y a acte de création et il y a art en général, précisément chaque fois qu'il y a cette sorte de déplacement finalement des rapports entre le sensible et son sens. Et ça peut advenir aussi bien sous la forme du discours philosophique ou scientifique que sous la forme aussi de la pratique politique. Bon, cela dit, il se trouve qu'il y a dans nos sociétés, dans notre univers, dans le régime existant de l'esthétique comme forme de visibilité de l'art, il y a une sphère spécifique qu'on appelle art, et au fond qui est quelque chose comme la sphère qui permet de penser toutes ces métamorphoses, qui permet de penser tous ces déplacements, quoi. Alors d'un côté, je dirais que les artistes finalement les artistes qui vraiment créent quelque chose ne font pas une chose différente de ce que peut faire un penseur qui crée finalement des concepts, pour parler comme Deleuze, ou que, disons, un mouvement politique qui innove. Mais c'est vrai que, au fond, disons, l'art est en quelque sorte comme la sphère, ou même peut-être le nom, qui permet justement de donner une sorte de visibilité à cet ensemble de métamorphoses qui crée du dissensus. Donc, à la fois, c'est toujours ce que j'ai essayé de dire. D'un côté, il y a cette sphère spécifique un petit peu de l'art. D'un autre côté, font les pratiques et les productions de l'art. Dans cette sphère même, ne se distinguent pas finalement des pratiques et des modes de production, enfin d'autres nouveautés. Et y a-t-il une relation, et quelle est cette relation entre les actes créatifs et les structures, les tissus temporels aussi, dans lesquels ces actes sont placés ou deviennent ou sont considérés par là des actes créatifs? Oui, je crois que fondamentalement, tout acte créatif est un acte qui crée en quelque sorte le monde dans lequel cette création est perçue, quoi.
bon, c'est vrai d'une certaine façon bon, dans l'art, c'est-à-dire que l'art consiste à créer pas simplement justement des œuvres, mais à créer quelque chose comme le tissu sensible de ces œuvres. Bon, là, je présente aujourd'hui à Bologne, justement, pour penser le cinéma, bon, certains films, quoi. Et ce qui m'intéresse dans ces films, bon, par exemple, le film de Dziga Vertov, bon, célèbre film L'homme à la caméra, c'est la façon dont il cherche à créer le communisme, bon, en montrant quoi? Des activités de tous les jours. Ces activités de tous les jours, donc on peut dire le temps du quotidien, sont justement, au fond, construites dans une espèce de montage qui fait que toutes ces activités deviennent, au fond, équivalentes les unes aux autres, pénètrent les unes dans les autres. Donc c'est comme une espèce de tissu sensible commun qui est créé. Et au fond, ce qui est important, c'est que, au fond, à ce moment-là, l'acte créatif crée pas simplement le film, mais le mode de visibilité du film, quoi. Bon, j'essaye de montrer la même chose pour un film contemporain qui est, disons, un des films que le cinéaste portugais Pedro Costa a fait sur la vie d'un petit nombre d'immigrants dans les faubourgs de Lisbonne. Et ce qui est intéressant justement, c'est que bon, il crée une forme où apparemment c'est de la chronique, apparemment on raconte ce qui se passe tous les jours, mais en réalité c'est autre chose. Il y a la construction d'un ensemble de petites scènes qui justement ne sont ni du documentaire, ni de la fiction au sens classique, quoi. Donc au fond, il y a création justement d'une espèce de tissu sensible, de quelque chose qui est entre deux, de quelque chose qui ne peut plus être perçu disons, de la manière dont on perçoit soit une histoire qu'on raconte, soit des faits qu'on enregistre sur le mode journalistique. Et ça, je crois que c'est quelque chose de général, et c'est vrai aussi en politique. Je crois que c'est important en politique, c'est que bon, il y a de la politique justement lorsque les modes même de visibilité des structures de la politique sont changés. C'est-à-dire qu'on crée un temps nouveau. Qu'est-ce qui se passe toujours dans une révolution? Bon, il y a l'anecdote célèbre racontée par Benjamin, et évidemment entièrement inventée, de l'homme qui, lors de la révolution de 1830, en France, tirait sur les horloges pour arrêter le temps. Bon, c'est pas vrai. Disons, personne n'a tiré sur les horloges en 1830 à Paris pour arrêter le temps. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a 3 journées. Il y a 3 journées donc, de révolution à Paris. Et ces 3 journées, effectivement, créent proprement une temporalité nouvelle et au fond des formes d'action politique républicaine, mais aussi des formes d'association ouvrière, de lutte ouvrière peuvent quelque sorte se penser, s'organiser, se structurer dans ce temps-là, quoi. Donc je crois que ça c'est très important, et c'est au fond pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces querelles sur les termes de modernité, modernisme, etc. C'est parce que vraiment on a pensé le temps dans lequel des protestations politiques, dans lequel des actes artistiques se produisent, c'est véritablement donner signification à ces actes politiques, donner signification à ces actes artistiques. Et on voit bien qu'au fond, il y a toujours ce débat, qui est aussi le débat entre consensus et dissensus. Bon, si on pense à tous ces mouvements qu'il y a eu ces dernières années, le 15 mai à Madrid, les mouvements des indignés, les mouvements d'occupation, on voit bien qu'au fond, toute la question c'est est-ce qu'un temps nouveau s'est créé là ou pas de temps nouveau? Et bon, le discours consensuel consiste à dire, bon, il y a des gens de temps en temps qui ne sont pas contents, ils descendent dans les rues, et puis voilà, et puis c'est fini, puis ça retourne, quoi. Alors évidemment, la proposition politique, c'est de dire non, il y a une temporalité nouvelle, bon, on n'entre pas dans une ère nouvelle, mais il y a quelque chose comme une seconde temporalité, une autre temporalité qui se crée dans la temporalité dominante. Voilà ce que je pourrais dire pour répondre à cette question. Un mot important dans votre lexique philosophique, et pas seulement, est le mot d'émancipation, un terme qui n'est pas autant utilisé, par exemple en Italie. Et donc, pourquoi l'usage de ces termes spécifiques, et quelle est éventuellement la relation entre ces termes et la réflexion importante chez vous sur l'art? Donc, y a-t-il une relation entre art et émancipation? Bon, j'ai utilisé de manière effectivement significative le terme d'émancipation parce que j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire ouvrière du 19e siècle, donc un moment où ce mot est vraiment le mot clé.
parce que aussi j'ai été fortement marqué par quelque chose qui évidemment est complètement ignoré en Italie, qui est la théorie en France aussi d'ailleurs, c'était ignoré complètement jusqu'à ce que je le ressuscite, la théorie de l'émancipation intellectuelle formulée au XIXe siècle par une sorte d'un petit peu de philosophe, professeur extravagant, Joseph Jacotot. Et ce qui est important, au fond, dans l'idée d'émancipation, c'est justement pas simplement l'idée qu'on se libère d'une contrainte, mais l'idée qu'on se libère de sa propre incapacité. Au fond, dans l'idée d'émancipation, ce qui est très très fort, c'est l'idée d'égalité intellectuelle, c'est-à-dire l'idée que, au fond, n'importe quel individu peut se déclarer capable de ce dont normalement il n'est pas capable parce qu'il est un travailleur, il est une femme, il est un illettré, elle est une analphabète. Voilà, bon, donc voilà, dans l'idée d'émancipation, il y a cette idée, pas simplement de se libérer d'une contrainte, mais de se libérer de sa propre incapacité, de sa propre impossibilité. Et donc c'est quelque chose qui est très important. Et pourquoi le terme d'art importe là-dedans aussi? Parce que, au fond, dans l'idée d'émancipation, il y a l'idée de se sortir de ce rapport toujours entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Bon, le rapport entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, bon, c'est le rapport normal du maître à l'élève, mais c'est aussi le rapport normal du gouvernant au gouverné, parce que le gouverné, bien sûr, ne connaît pas la complexité des problèmes, n'est pas capable d'y répondre, n'est pas capable de savoir le sens de ce qu'il fait. C'est aussi la théorie classique de l'avant-garde, de l'avant-garde révolutionnaire, à savoir que il y a des malheureux plongés dans l'idéologie, et puis ils ne savent pas donc. Il y a des gens qui savent le sens de l'histoire, l'organisation de la société, les structures profondes, le réel derrière l'apparence. Voilà. L'idée d'émancipation est une manière de sortir de ce schéma. Et comment est-ce qu'on sort finalement de ce schéma dominé par le rapport entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, en disant il n'y a pas justement des gens qui savent et qui ne savent pas, il y a des gens qui essayent de dire quelque chose, il y a des gens qui essayent de communiquer, donc y compris le rapport de du maître à l'élève, celui qui sait, celui qui ne sait pas, c'est d'abord le rapport d'un être parlant à un autre être parlant. Et au fond, dans l'idée d'art, il y a cette espèce de déplacement. À savoir, on n'est pas quelqu'un qui sait et qui transmet son savoir, par exemple, si on est enseignant ou si on est conférencier. On est quelqu'un qui parle et qui essaie de communiquer, de dire quelque chose à des gens qui vont pas le recevoir comme le savoir, mais vont l'intégrer à leur propre, finalement, processus de pensée, à ce que Jacotot, donc le théoricien d'émancipation intellectuelle, appelait une aventure intellectuelle. Et dans l'idée d'art, il y a ça. Donc par conséquent, mon idée n'est pas du tout comme dit quelquefois, que la création artistique en général est subversive, ou bien qu'elle ouvre l'esprit critique. Bon, ça c'est des arguments pour avoir de l'argent des pouvoirs publics, mais ça c'est une blague, quoi. La vérité, c'est qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement la chose importante qui est ce déplacement du rapport savoir-ignorance au fond, au rapport d'une parole à une parole, ou d'un acte de création à un autre acte de création. Vous êtes les seuls philosophes contemporains à avoir noué d'une façon aussi étroite de champs de la philosophie ou du savoir séparés, qui sont la politique et l'esthétique, ou dans une relation dans laquelle chacun de ces champs a des effets empruntés à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous résumer comment vous êtes arrivé à penser ensemble la relation politique et esthétique? Dans mon idée, il n'y a pas la politique d'un côté comme les problèmes de pouvoir, de prise de pouvoir, de gestion du pouvoir, de lois et d'institutions, et puis de l'autre, l'art comme quelque chose qui devrait ou bien servir la politique, ou bien au contraire se tenir à l'écart pour préserver sa liberté. Fondamentalement, ce que j'essayais de dire, c'est que, d'un côté, la politique est une affaire esthétique, pas au sens de Benjamin,
disons, l'esthétisation de la politique. Non, la politique est une chose esthétique parce que la politique, bon, consiste toujours au fond, à créer un espace commun, à dire qui appartient à un espace commun, quels objets y appartiennent, qui est capable d'y intervenir, quelle parole est politique et quelle parole n'est pas politique. Bon, j'ai toujours commenté ces fameuses phrases ou de Platon disant en gros que les ouvriers doivent rester dans leur atelier parce que le travail n'attend pas, ce qui veut dire bien sûr que le fait même d'être à l'atelier, dans le temps de l'atelier, empêche d'être dans le temps de la politique. J'ai souvent cité aussi cette phrase d'Aristote qui sépare la parole, qui permet d'être permet vraiment de participer à la politique, de la voix finalement, qui simplement exprime la peine et la douleur. Et on voit bien que justement dans chaque protestation politique, il y a toujours cet enjeu. Est-ce que ceux qui protestent vont faire entendre qu'ils ont proprement une parole qui importe à la communauté, ou est-ce que c'est simplement ils vont être une fois de plus assimilés à des gens qui crient parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils en veulent plus, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont inquiets, ce qui est le discours de nos gouvernants et le discours des médias. Donc d'un côté je dirais que la politique est quelque chose qui est toujours esthétique en soi-même, de l'autre je dirais aussi que disons au fond dans la question, dans la création artistique, il y a toujours de quoi aussi de créer certaines formes de communauté, parce qu'il y a communauté pas simplement au sens où il y a des gens qui sont ensemble et qui s'embrassent. Non, une communauté, ça veut dire que justement on met ensemble des mots et puis des mots et des images, des espaces et des temps. Donc on crée toujours au fond, certaines formes de tissus communs, on met des choses ensemble, et on crée toujours plus ou moins des mondes qui sont des mondes communs. Donc c'est un peu ce qu'on commentait tout à l'heure à propos justement de la grande période un petit peu de l'avant-garde, des avant-gardes artistiques soviétiques. Justement, les artistes créent pas simplement des œuvres, mais essayent de créer le tissu sensible au sein desquels ces œuvres sont perçues, c'est-à-dire au fond essayent justement de redonner un statut différent aux actes ordinaires. Dans le film de Vertov, il y a des gens qui tous les jours, disons, tapent à la machine, disons, branchent et débranchent des fils dans les centraux téléphoniques, font tel ou tel geste à l'usine ou dans la rue. Et au fond, ce que fait l'artiste, c'est justement de créer de la communauté avec tout ça. Mais ce n'est pas simplement quelque chose qui intervient dans le travail d'un artiste d'avant-garde à un moment donné. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout artiste met des images avec des images, met des images dans des temporalités, met des mots avec d'autres mots justement, mais d'une manière qui n'est pas la manière habituelle. Donc je dirais que d'une certaine façon, on fait toujours de la politique. Je dirais qu'on fait de la politique quand on crée finalement un tissu commun entre des choses, et de la même manière, je dirais que on fait de l'art aussi. Donc par conséquent, il y a un art esthétique de la politique dans la manière par exemple, de conduire une manifestation, dans la manière de produire une déclaration, dans la manière d'occuper un espace, dans la manière, si on change une rue en forum politique, on peut dire que on fait de la politique, ça c'est ça la politique, et en même temps on peut dire que c'est proprement une création esthétique, et on peut dire de la même manière que les artistes constamment ils changent le mode de visibilité. Lorsque tout d'un coup au XIXe siècle des écrivains, des romanciers se mettent à donner à des femmes du peuple, à leurs sentiments, l'importance qu'ont pu avoir dans le temps, disons, les états d'âme, disons, des princes et des princesses. On peut dire que c'est une révolution politique, et ce qui m'intéresse justement, c'est que il y a comme une politique de l'esthétique, une esthétique de la politique qui ne sont pas forcément accordées l'une à l'autre. J'ai essayé un petit peu justement de montrer comment il y a toute une tradition de la démocratie littéraire au sens de l'égalité de tous les événements qui interviennent dans un récit, ou une égalité cinématographique au sens un petit peu aussi l'égalité des événements sensibles qui arrivent dans des plans de cinéma, et que ce n'est pas forcément accordé à la démocratie politique. Donc ce qui m'intéresse justement, c'est qu'il n'y a pas disons un accord simple, il n'y a pas une instrumentation simple de l'art par la politique, il n'y a pas un message de l'art qui sera un message politique, mais il y a comme au fond, deux processus qui à la fois constamment s'interpénètrent et réagissent l'un sur l'autre sans être pour autant accordés l'un à l'autre. Il y a une grande tradition de la démocratie littéraire dont, disons, si on pense à Flaubert, si on pense à Virginia Woolf, on pense à James Joyce, on peut penser à Pavese, on peut penser à toutes sortes d'écrivains, et on voit bien que, disons, ça n'a pas, il
n'y a pas un accord, il n'y a pas un accord entre les deux. Bon, c'est-à-dire que lorsque Pavès, comme ça, écrit ces phrases, bon, sur le type qui est dans ses collines, enfin, attendre la fin de la guerre ou la fin de la lutte, bon, il y a une démocratie des phrases. Et au fond, cette démocratie des phrases est comme opposée en quelque sorte au combat politique, comme s'il y avait ceux qui se battent pour finalement les droits du peuple, et puis il y avait ceux qui tissaient une espèce de démocratie, au fond, du vécu de tous. C'est comme si les deux, au fond, n'arrivaient pas vraiment à s'accorder. Basta.